je me suis lancé là-dedans et j'ai vite compris qu'en fait, c'était comme de l'immobilier, mais en beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant, un chouï plus risqué quand même. T'as la stratégie Bitcoin ultra conservateur. Ça veut dire que tu vas acheter la machine de dernière génération, la plus efficiente, parce que tu veux qu'elle dure longtemps et pas être impactée par les baisses. Est-ce que c'est une bonne idée? A priori, ça semble la meilleure. Ouais, pas forcément. Et aujourd'hui, la meilleure stratégie, selon moi, pour avoir le plus de Bitcoin possible, c'est d'avoir... Est-ce que le mining en Bitcoin est une stratégie encore pertinente en 2025 ou 2026, avec après des halvings à répétition, des prix volatiles qui dégringolent de 30-40% en très peu de temps? Est-ce que le mining est encore une stratégie minée du Bitcoin est encore une stratégie qui est viable pour un investisseur aujourd'hui? J'ai voulu attaquer la question avec notre invité du jour, Florent Gabriel, qui est cofondateur de Blob.io, une plateforme qui permet d'investir dans des machines de minage de manière tout à fait transparente, avec un lien direct avec la machine de minage notamment. Il va expliquer ça dans notre entretien. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le fait que je pensais vraiment que c'était une industrie sur le départ qui était en train de mourir petit à petit, et je me rends compte qu'en fait il y a une vraie strat encore, et que à des prix bas aujourd'hui pour le Bitcoin, c'est peut-être même une bonne idée de réfléchir à se positionner, qu'il y a vraiment un arbitrage entre coût du Bitcoin et coût de l'énergie qu'il faut garder en tête, mais qui est intéressant à voir quand on veut se lancer dans ce genre de strat. Tu vas voir, c'est pas du foufou, hein, c'est vraiment quelque chose, on essaie de parler de revenus passifs, on a des rendements de 30 à 50% avec un risque en face, mais qui est pas celui que t'imagines. On n'est pas sur de l'achat-revente de Bitcoin ou de shitcoin, en tout cas. On est sur une stratégie long terme basée sur une conviction forte du Bitcoin, mais qui est tout à fait viable. Et voilà, donc c'est un peu ce sur quoi on va parler avec Florent aujourd'hui sur le podcast. Je lui ai proposé qu'il formule un petit PDF, un petit one-pager avec tous les, on va dire les principales idées à retenir, qui est téléchargeable si tu vas sur la page de l'épisode, donc de l'épisode 275. Tu vas à la page de l'épisode et tu peux télécharger contre ton adresse mail directement ce one-pager. Donc n'hésite pas, ça te donnera aussi les idées claires si à l'issue de cet entretien tu veux en savoir plus. On a enregistré cet épisode également en vidéo, alors n'hésite pas non plus à aller voir sur YouTube si tu as des choses que tu voudrais voir plus précisément, si tu nous écoutes principalement en audio. Voilà, j'espère que ça va être éclairant, j'espère que l'épisode va te plaire. N'hésite pas à me faire un feedback, en tout cas dans tous les cas, je serais très intéressé de le savoir par mail ou sur les réseaux. Sur ce, on attaque notre conversation avec Florent sur le mining de Bitcoin. C'est parti. Salut Florent, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut, tu vas bien? Très bien, toi. Au top. Au top. Et écoute, content d'être là avec toi pour parler. Alors, j'imaginais qu'on pouvait avoir un angle mining avec toi. Et voilà, dans le contexte, nous, on a fait un épisode mining il y a très très longtemps sur le podcast avec un certain Monsieur TK. C'était en 2020, je crois. Donc, tu vois, ça date. Ouais. Les choses ont changé sans doute sur ce marché entre-temps. Mais voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir faire un update sur ça. Donc, pour contexte, on a beaucoup d'investisseurs immobiliers sur le podcast, donc qui comprennent revenus passifs ou pas. Voilà, donc c'est un peu le contexte. Peut-être pour démarrer, justement, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne connaissent pas, peut-être pas encore? Yes, carrément. Alors, je me présente rapidement parce que l'histoire est super longue et on peut la trouver sur 10 000 autres podcasts. Donc Florent Gabriel, cofondateur de Blob.io, une société de mining de Bitcoin, clé en main pour investisseurs. Pour résumer succinctement toutes les étapes, investisseur de la première heure. Je faisais pas mal de petits business quand j'avais 14 ans, puis même à 15, à 16. J'ai fait ma première boîte quand j'avais 19. Je me suis planté. J'ai fait de l'intérim ensuite à Alstom pendant 3 ans sur les turbo-alternateurs. J'ai repris mes études, j'ai fait tout un cursus électrotechnique. Et ensuite, j'étais... les aléas du direct, il y a mon bureau qui se met à descendre. J'ai absolument aucune idée pourquoi. Si c'est mon chien, c'est le chien ou le chat, un des deux qui s'est amusé. Donc, ce que je disais, c'est que... j'ai fait un accident de voiture après ma période d'intérim où j'ai failli perdre la vie, un choc frontal à 90 km/h, il y a longtemps. Hein. Et suite à ça, je me suis mis en quête de rendement passif. Donc, tout ce qui est ETF, IMO, j'ai fait de l'IMO aussi.
J'ai repris toutes mes études d'ailleurs pour avoir un bon CDI et faire de l'immobilier. Donc j'ai acheté un immeuble que j'ai retapé moi-même en SCI à l'IS. J'ai mis en location, cash flow positif. Et il m'est arrivé un malheur en 2018. Je le fais en méga rapide parce que sinon ça va être méga long. Opération des yeux qui a mal tourné. J'ai perdu la vue à 70% sur ma première opération. J'ai fait une deuxième qui m'a rendu la vue, mais qui me laisse avec une vision double permanente. EDF, l'entreprise où je travaillais, voulait me licencier pour inaptitude. C'était un peu la panique. Ma femme a perdu son job au même moment, plein de décès. Enfin voilà, il y a de quoi faire un podcast de 2 heures dessus. Et suite à ça, dos au mur, je me dis comment je peux mettre du beurre dans les épinards et rajouter du rendement passif. Donc j'ai acheté une camionnette pour faire du get-around, de la location de voiture. Je voulais voir tout ce qui existait et je suis tombé sur le mining à l'époque avec une vidéo, je crois, de Monsieur TK, d'ailleurs, qui est un ami aujourd'hui, qui nous a déjà aidé plusieurs fois sur des fermes de mining. Je me suis lancé là-dedans et j'ai vite compris qu'en fait c'était comme de l'immobilier, mais en beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant, un chouï plus risqué quand même. Quoique, ça dépend des locataires que t'as. Ça, c'est quand même des locataires qui payent tout le temps 24/24. Donc, je me lance dans l'immobilier, voilà. Dans le mining, on crée une communauté autour de ça. Et très vite, ça prend une ampleur qui nous dépasse. On rejoint une grosse structure. Enfin, l'aventure part très vite. Et à un moment, patatras, tout s'effondre. On se rend compte que la structure qui nous avait intégré, elle avait fait des bêtises avec l'argent des clients, avec l'argent de la trésorerie. Et on a claqué la porte et on a créé la société de mining que nous, on aurait aimé avoir à l'époque en tant que technicien, Julien et moi. Je vais pas donner le contexte parce que je vais très vite, mais Julien, c'est la personne que j'ai rencontrée sur les Discord en même temps que Monsieur TK, donc sur les forums à l'époque. Et depuis, ça fait depuis 2019 qu'on taffe ensemble sur le mining et on a créé Blob maintenant il y a 2 ans et demi. Donc Blob, pour vraiment aller succinctement, parce que des boîtes de mining, il y en a plein, on s'est rendu compte d'un truc très simple. Et là, du coup, je pense sur cette chaîne, les gens, en tout cas, ils vont s'en rendre compte. C'est que quand tu fais du cloud mining, donc du mining qui est pas vraiment à toi, ou que tu penses par une société d'investissement dans le mining, il te manque une grosse part de rentabilité. C'est comme dans les SCPI. C'est l'amortissement. Et une belle part de la renta, c'est déjà bien rentable, hein, mais une belle part de la renta, elle est fiscale. T'amortis les machines sur 3 ans, tu passes en charge l'électricité, tu passes en charge les frais de gestion. Alors au début, ce qui devait être pour des amis, c'est devenu un truc très gros, où on s'est dit, voilà, on peut pas emprunter, c'est-à-dire que les banques te prêtent pas pour faire du mining, mais on a le contact et on a les connaissances. Il manque les capitaux. Comment on fait? C'est très simple. On met au profit des investisseurs notre réseau, nos prix d'achat de gros, notre prix d'achat de l'électricité, nos hébergements, et nous, on va prendre 10% du rendement net généré. Les gens, ils font de l'argent, on fait de l'argent. Ils en font pas, on n'en fait pas. Très simple. Voilà. Yes, non, c'est un modèle intéressant qu'on va creuser un peu, mais enfin que t'as bien déjà expliqué. Et quand tu dis qu'on sur le marché, en gros, il y a plein d'offres de mining. C'est quoi les autres modèles? Il y a à boire et à manger. On va dire plutôt ce qu'il faudrait pour que le mining soit bien. Donc déjà, tu peux miner chez toi. Ça, c'est la grande question. Les gens qui souhaitent commencer dans le mining, ils disent « Ouais, mais je vais acheter la machine et je vais la mettre chez moi. J'ai pas envie d'avoir d'intermédiaire. » Bon. A priori, ça semble être une bonne idée, non? C'est parfaitement cohérent, ouais. Ouais, ça semble pas con, hein. C'est tout ce qu'on s'est dit, sauf que vous bossez pas tous à EDF, quoi. Et que le prix de l'élec, ça joue beaucoup. Donc déjà, de 1, c'est le prix de l'électricité qui va jouer. C'est-à-dire que chez toi, tu payes à peu près 25 cents le kilowattheure. Donc ça te fait, je pourrais même pas te dire de tête, mais ton électricité, tu vas la payer au moins 600-700 euros par mois pour une machine qui en produit peut-être 400 bruts. Bon, là, d'un coup, ça semble une moins bonne idée. Quand tu dis 400 bruts, tu parles en euros au cours actuel ou en... Ouais, en euros au cours actuel par rapport au prix du Bitcoin, ouais. Yes, ok. Ouais. Alors tu dis, bon, admettons que t'as l'électricité pas chère. Bon, là, ça semble être une bonne idée pour le coup. Non, admettons que t'as des panneaux solaires. Ça, c'est souvent le cas. Les mecs disent, j'ai des panneaux solaires. Ouais, alors déjà, il faut que techniquement, tu commences à apprendre comment ça fonctionne. Donc, si t'as pas le temps, c'est mort. Deuxièmement, comment tu fais si t'as une pièce qui casse? Est-ce que tu vas vraiment acheter des pièces de rechange pour une seule machine? Ça coûte cher. Plus la connaissance pour la réparer. Troisièmement, la chaleur et le bruit. Ça fait une chaleur de dingue, un bruit de fou.
Et ensuite, les panneaux solaires, c'est à peu près 8 heures d'ensoleillement par jour. Donc, c'est pas rentable. Ta machine va s'arrêter, redémarrer, tu vas la casser. Et en plus, tu vas mettre trop de temps à la rentabiliser. Et surtout que l'énergie solaire, tu peux la revendre à un tarif d'achat, typiquement 12 cents, 13 cents. On te rachète à 12, 13 cents le kilowattheure. Bah, autant la vendre. Ouais, t'as une sortie plus sécurisée que d'aller... C'est même pas que t'as une sortie plus sécurisée, c'est que t'as une sortie plus rentable que le mining. Parce que si tu peux faire du mining hébergé dans des sociétés comme nous à 5,5 cents le kilowattheure et que tu peux le revendre à 13, bah tout le delta, il est pour toi. Donc autant revendre. Bon, admettons que tu payes vraiment rien, tu vois, que allez, t'as une guitare ou que t'es agent EDF, tu vas s'en nommer de communauté. Bref, tu payes pas les lecs. Ouais, c'est bien, mais il y a toujours les problèmes de chaleur, les problèmes de connaissance, les problèmes de réparation. Là, ça commence à faire sens, par contre. Mais il y a un autre problème qui va arriver. C'est la scalabilité. Parce que moi, j'ai été face à ce problème-là. C'est, OK, j'en ai mis 2, 3. Je peux pas en mettre plus. Comment je fais? Bon, bah, à un moment, faut bien aller dans les data centers professionnels. Il y a plus le choix si tu veux grossir. Donc, ouais, puis tous ces, ouais, tu disais maintenance, sécurité, tout ça. Enfin, c'est clair que c'est en fait, c'est un actif pour générer de la valeur. Il a besoin de volume, d'électricité. Enfin, c'est un monstre le truc, là, en fait. ouais. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est, je connais pas ton public. Est-ce qu'il est averti crypto-monnaie? Il comprend comment ça fonctionne le minage ou pas du tout? Ouais, tu peux bien le rappeler. Bah, il averti pour certains, une partie, je pense, mais tu peux le rappeler, je pense. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, ouais. On est entre nous, là, je peux présenter un truc si je veux, non? Vas-y. Ouais. Ouais. Alors j'avais fait une présentation, on la fera pas entière, mais que j'avais fait il y avait une conférence avec des personnalités crypto chez Eric Ciotti la semaine dernière à l'UDR. Et j'avais fait quelques diapos. Je la fais en rapide, on la fera pas entière, sinon on part pour 1 heure. Donc, mais je pense que c'est important d'avoir les bases pour les gens, sinon ils vont pas comprendre. Donc la blockchain, c'est quoi? C'est un grand registre comptable, ni plus ni moins. La réalité, c'est comme sur la page de gauche. La partie simplifiée, c'est sur la page de droite. Parce qu'en fait, la blockchain, c'est expliqué par des gens très intelligents, mais peu intelligibles. Alors qu'au final, c'est très simple. C'est Pierre qui va envoyer à Jacques du Bitcoin et il va payer des frais en Bitcoin pour avoir fait cette transaction. Pour que la transaction elle passe, il faut un tampon comptable à la fin de la page. Pour que quelqu'un puisse mettre le tampon comptable, il y a un mot de passe à trouver. Et c'est là que rentrent les machines de minage en jeu, donc les machines de mining. Elles vont essayer des combinaisons de mots de passe, et la machine qui trouve le mot de passe, elle va remporter 2 choses. 1, l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur cette page, et une page se tourne en moyenne toutes les 10 minutes. Plus la création de nouveaux bitcoins. Et la création de nouveaux bitcoins, c'est quoi? C'est une création fixe, avec au début 50 bitcoins par page toutes les 10 minutes. Et tous les 4 ans, ça divise par 2, c'est ce qu'on appelle ce fameux halving. 25, 12,5. Aujourd'hui, on est à 3,125. Alors, cette petite courbe qui est un peu, que je vais expliquer, parce qu'elle est un peu compliquée, mais en même temps très simple. Ça, c'est la création de nouveaux bitcoins pour arriver jusqu'à 21 millions, qu'on peut voir ici. Et aujourd'hui, on est là. On a miné 95%. Des nouveaux bitcoins. Donc on voit très bien que l'IA l'intelligence artificielle s'est complètement trompée sur la gauche. Il faudra que je la refasse. Mais ici on est bon en termes de nombre de bitcoins. L'inflation du bitcoin qui est en rouge. Donc aujourd'hui on a moins de 1% d'inflation. Ah, c'est le taux d'inflation, oui, donc c'est bon, on est bon. Pardon. Elle s'est pas trompée l'IA, donc Gemini est mieux que ChatGPT, je vous l'annonce. C'est parfaitement bien fait. Ce qu'on peut voir en direct. Du coup, quand on voit ça, du coup, les 2 premiers slides que tu montres, on se dit quand même classiquement que, bah, franchement, de moins en moins rentable de faire du mining. On arrive vraiment sur la fin, la fête est quasiment finie. Que faire, quoi? Exact. On pourrait se dire ça, et au final, même pas. Tu verras pourquoi. C'est la difficulté de minage qui fait tout. Bah, d'ailleurs, je vais te parler de la difficulté de minage d'abord, parce que ça, c'est pas mal. La difficulté de minage, c'est quoi? Imagine que quand tu remportes ce fameux mot de passe, tu récupères une pépite d'or. C'est une pépite d'or. Et qu'en fin de compte, cette pépite d'or, si on était tout au début du réseau Bitcoin, elle est dans un tas de sable. Et qu'en fin de compte, si tu la cherches et que on est tous les deux au début et qu'on la cherche et qu'on la trouve plusieurs fois de suite en 5 minutes, l'algorithme va le détecter. Donc il va faire quoi? Il va ajuster automatiquement la taille du tas de sable pour que la prochaine fois, tu trouves en 10 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es plus sur un tas de sable, t'es sur une montagne géante avec des millions de bulldozers, mais que si demain le prix du Bitcoin descend,
Tiens, on va le voir après. Si le prix du Bitcoin descend, ou qu'il y ait de plus en plus de machines, comme tu dis, ça devient moins rentable, il y en a qui abandonnent. Et en fait, c'est vraiment un élastique, c'est-à-dire que ça fait en sorte pour que quelqu'un soit toujours rentable. Je vais sur Mempool. Mempool, c'est quoi? C'est un explorateur de blockchain. Donc, on voit les mots de passe qui ont été trouvés. Il y a 8 minutes, il y a 18 minutes, il y a 24 minutes. Si on clique dessus, on voit que le dernier mineur qui a trouvé, qui s'appelle F2Pool, on en parlera après, des pools, a gagné les 3,125 bitcoins, plus des frais. Bon, c'est ce qu'il a gagné. Et cette fameuse difficulté de minage, on rentre un peu dans la technique, hein, j'espère que c'est le moment où je tue ton watch time de la vidéo. C'est bon, on le connaît. Donc, la difficulté de minage, c'est quoi? C'est tous les 15 jours, ça fait une moyenne, en combien de blocs ont été trouvés, combien de pages? Est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard? Ça fait 2 semaines que ça descend. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont coupé leur machine suite à la baisse du prix du Bitcoin. Ce qui veut dire que ça sera toujours rentable pour quelqu'un. Ça s'ajuste, en fait. Donc, si t'as de l'électricité pas chère et des machines dernière génération, t'es dans la course. Donc, ça veut dire, enfin, si je comprends bien, ouais, ça veut dire que même, que certes, il y a moins de Bitcoin à aller chercher. Certes, il est plus cher, il est plus long à aller chercher puisque la rémunération est divisée à chaque fois. Mais par contre, en termes de coût, en fait, de difficulté, ce que faut comprendre en termes économiques, c'est les coûts, du coup, associés, quoi. Moindre coût maintenant pour aller trouver la même quantité. C'est ça juste, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Regarde, je te donne un exemple. Donc, sur cette fameuse montagne de la difficulté où il y a une seule pépite d'or qui divise par 2 tous les 4 ans, aujourd'hui, on a des millions de bulldozers. Plus il y a de bulldozers qui arrivent, c'est que c'est rentable. Sinon, ils viendraient pas, ils achèteraient pas de machines. Mais imagine que tu as 3 générations de bulldozers, plus efficientes, moyennement efficientes et pas du tout efficientes, ou en tout cas d'il y a 4-5 ans, et que ils payent l'électricité à des prix différents aussi. Donc si le gain moyen de la montagne, c'est vrai que je t'en parlais, il est de $14 de l'heure. On me dit attends Florent, tu parles de gain moyen de la montagne, avant tu parlais d'un mot de passe et d'une pépite d'or. Ouais, j'ai zappé un épisode. L'épisode, c'est ce bulldozer là. Ça veut dire que si vous avez une machine de minage, vous vous dites oui, mais moi le mot de passe, je vais jamais le trouver. Le facteur chance, sur des millions de machines dans la planète, je vais jamais trouver. Et vous avez raison. C'est-à-dire que tu as complètement raison, tu vas jamais le trouver, ou le facteur chance est tellement haut, tu vas dépenser de l'électricité tous les mois sans rien gagner. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle des pools de minage. Les pools de minage, c'est pas des pools de liquidité dans la finance décentralisée ou les poulards de Brest, là. C'est des coopératives minières. Tu mets ta puissance sur un port internet, donc tu as une pool américaine par exemple qui a quasiment 30% de la puissance mondiale, ou 40 même, dans 30, des poules chinoises, des poules russes. En gros, c'est que dès que quelqu'un de ton équipe a trouvé cette fameuse pépite d'or, la récompense est divisée au prorata. Et les poules sont tellement grandes aujourd'hui qu'il n'y a plus de facteur chance, il n'y en a plus. T'es payé, dans tous les cas, grosso modo, par heure, X euros, ou X dollars, enfin X bitcoin en fait. Donc, tac, la dilution quand même, plus c'est gros, plus tu trouves facilement, mais plus il y a de gens aussi à payer. Enfin. Ouais, mais regarde, je te montre Hashrate Pool. En fait, c'est tellement gros. Est-ce qu'on a trouvé Hashrate Pool, Hashrate Index? Est-ce qu'il y a un graphe sympa là-dessus? Voilà. Donc, tu vois que Foundry, la pool américaine, tu vois, je disais pas de bêtises, 27%. Les Chinois, 21, F2Pool. Enfin, voilà. Donc, en fait, les pools sont tellement grandes que même elles font de l'arbitrage entre elles. T'as plusieurs types de paiements dans les pools quand t'es mineur. Nous, on se fait payer, ça s'appelle le PPS. Pay per share. T'es payé par calcul envoyé, que la pool a trouvé ou pas. À elle d'être rentable. Donc, dans tous les cas, t'es payé. Ce qui permet de lisser les gains, en fait, hein. Sinon, tu mines au petit bonheur la chance. Et du coup, tu vois, pour revenir à ce que tu disais avant, c'est que si ton gain moyen, il est de 14 euros de l'heure, et que là, le coût d'exploitation, il est de 10 euros de l'heure, ici de 7, ici de 5, demain, s'il y a un halving, ou que le prix du Bitcoin, il divise par 2, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, le gain moyen, il passe de 14 à 7. Donc, eux, ils sont plus rentables. Eux, ils sont juste break-even à 0, et lui, il gagne encore de l'argent. Et là, il va se passer un phénomène intéressant, qui va se passer là-haut. Qu'est-ce qui va se passer là-haut? Il y en a qui vont débrancher, qui vont partir de la montagne, et il y a une partie qui va pas pouvoir partir de la montagne. La plupart des mineurs de Bitcoin, on achète des contrats futurs d'électricité. C'est-à-dire qu'on est obligé de consommer quoi qu'il arrive, qu'on soit rentable ou pas rentable. Donc, si t'as des réserves, tu tiens, en attendant quoi? Soit que le prix du Bitcoin remonte, soit que les mecs à gauche, ils partent ou qu'ils fassent faillite. Parce que si eux, ils partent, on met plus que 10 minutes à trouver la pépite d'or.
la difficulté s'ajuste, la montagne diminue de taille, et peut-être que dans 15 jours, ton gain moyen, il est pas de 7 euros de l'heure, il ne vaut de 8, ou 8,50, ou de 9, ou de 10. Et tu récupères de la rentabilité. Ce qui veut aussi dire que quand tu prends de la machine dernière génération, tu vois, bon, on peut le voir en live, hein. Je les ai ici. À combien elles se font débrancher, une machine dernière génération en ce moment? Voilà, celle-là, elle se fait débrancher, par exemple, à 48 367. Alors, désolé pour je suis en euros, parce que mes clients parlent en euros à chaque fois sur les prix d'achat. À 48 367, elle fait plus d'argent. La dernière génération, la toute dernière, elle en fait plus à 43 530. Est-ce que ça veut dire que si le Bitcoin il tombe à 43 530 euros, cette machine est à zéro? Oui, à l'instant T. Mais si elle se fait rincer avec un prix d'électricité bas, ça veut dire que c'est comme si c'était ici. C'est-à-dire qu'il y a toute la planète là-haut toute la montagne là-haut qui s'est fait rincer. Donc ils vont tous quitter la montagne. Et en fait, ton coût de break-even, il sera plus de 43 000, il sera peut-être de 20 000 ou de 10 000. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à la baisse, en fait. Il sera toujours rentable. Ok, je comprends le mécanisme, mais le truc que je saisis pas encore, ou peut-être j'ai des doutes, c'est sur on va dire la temporalité de tout ça. Et notamment, tu vois, est-ce qu'il y a un risque que quand tu dis la machine se fait débrancher, est-ce que c'est sur la base de la prise de décision du mec qui tourne la machine, ou est-ce que tu vois, il y a rien d'automatique? Non, c'est lui qui gère. C'est toi qui gères tes propres machines. Okay. Soit tu es en contrat et tu continues de tourner parce que ton contrat d'élec finit dans 2 mois et tu pourras que la couper dans 2 mois. Soit tu es sur des contrats flexibles et tu dis hop, plus rentable, on éteint. Ok. Mais tu vois, Kazakhstan, nous on éteint comme ça. Mais il peut y avoir est-ce que c'est vraiment, tu vois, est-ce que les acteurs ils sont rationnels dans cette économie, quoi? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui opèrent à perte juste parce qu'ils veulent garder leur position, tu vois? Non, t'as pas le choix. Pourquoi tu voudrais opérer à perte? Faudrait être fou. Bah, si tu. En fait, tu vois, regarde, nous on a des factures d'électricité à plusieurs centaines de milliers d'euros mensuels. Tu peux pas te permettre de tourner à perte trop longtemps, t'es vite mort. Tu tournes que à perte si t'as pas le choix. Et alors là, il y a un autre phénomène qui se passe. En tout cas, quand tu tournes avec des gains qui sont bas ou à perte et t'as pas le choix, généralement, c'est la cigale et la fourmi. Ceux qui ont cramé toute leur thune, ils sont morts. Par contre, les autres, il y a un truc qui est magnifique pour tenir, ça s'appelle le crédit lombard. Tu mets tes bitcoins en collatéral, Swissquote ou en finance décentralisée, et tu viens payer ta facture d'électricité avec ça. Et quand le bitcoin il remonte, c'est jackpot. Parce qu'en fin de compte, quand le bitcoin il baisse, tu mines moins de dollars, mais plus de bitcoin. Ouais. Dans les deux phases, tu gagnes, quoi. Si t'as en lombard, ça fonctionne parce qu'ils vont regarder le prix au prix à l'instant T, tu vois. Enfin, on va dire la garantie en valeur euro. En DeFi, ok, tu vois, ils vont regarder en BTC. En DeFi, c'est toi qui fais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en lombard, ils vont prendre forcément la valeur marché. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il faut avoir des réserves. Ouais. Là, on parle de grosses entreprises, hein, on parle pas de petits investisseurs à 100 000 ou à 50 000. Hein. Ouais, je comprends. Peut-être tu fais le crédit lombard dans ces cas-là. Quand le Bitcoin est haut, tu fais le crédit lombard et t'as tout de suite la valeur. Et après, une fois que ça plonge, tu gardes ça en garantie. Mais si au moment où ça plonge, tu demandes le crédit lombard, c'est là où je pense pas que ça puisse aider, quoi. C'est justement. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si le marché il plonge, si t'as des bitcoins de côté, tu vois, je te donne un exemple. Il y a pas longtemps, Bitcoin $75 000. À la fin du mois, t'as 2 choix. Et pour nos clients, c'est pareil. Soit ils vont vendre une partie de leur Bitcoin pour payer leur élec, soit ils vont payer leur électricité directement en fiat. C'est les 2 choix. Si le Bitcoin vient de plonger, c'est plus smart. Si tu penses qu'il va remonter, c'est le gros disclaimer, de garder 100% de ta production de brut et tu payes en fiat ton électricité. Ouais. Le troisième choix, c'est le crédit lombard. Mais ça, on le fait pas pour les clients, ça, ils le font eux-mêmes, parce que le risque est énorme, hein. Tu peux te faire liquider, hein. C'est pas un produit magique. Mais typiquement, tu vois, nous, on a une facture d'électricité à 100 000 avec la boîte. Bah, je vais mettre 300K de BTC à droite et je vais emprunter 100K de stable quand le Bitcoin est bas. C'est où il n'y a pas d'intérêt de faire de lombard. C'est quand c'est bas. Ouais, je comprends maintenant le truc. Ouais. Et eux, les actifs numériques, ils gèrent, ils manipulent sans problème les banques sur ce genre de trucs. Ouais, Swissquote est habitué. Il y a plein de boîtes qui font des lombards aujourd'hui pour des entreprises, pour des particuliers. Et sinon, tu le fais en finance décentralisée. En vrai, moi, j'ai pas encore fait de vidéo pour les clients pour leur montrer comment faire parce que j'ai trop peur qu'ils me disent
Ah oui, non, mais moi, en fait, j'ai mis 100 000 de bitcoin et j'ai emprunté 80 000 de dollars et ça a baissé et je trouve plus mes bitcoins. Liquidé. Ouais. Alors, comment t'expliquer? Tu viens de goûter à un truc qui s'appelle la liquidation. Et que, en fait, chacun jauge son risque comme il a envie, tu vois. C'est que quand même encore le Far West. emprunter 80 000 quand tu mets 100 000, comment t'expliquer que c'est une très grosse connerie, tu vois? Enfin, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On n'est pas là pour donner du conseil à investissement. On peut guider, on peut expliquer que ça existe pour des très gros clients, bien sûr, qu'on a déjà accompagnés. Mais on fait pas les clics à leur place et on fait pas de conseil d'investissement. On donne les strates qui existent, que nous on applique et qui fonctionnent. Comment est-ce que... Là, on parle que du pire, hein, depuis vraiment, mais rassurez-vous, il y a des moments, enfin, on gagne quand même de l'argent, quoi. Et c'est bien de parler du pire, tu vois, faire un peu de l'anti-vente sur ça, parce qu'en fait, le mining de Bitcoin, c'est pas pour monsieur et madame Michu. Le mec qui va acheter une machine de mining, moi, je lui dis, le fais pas. Achète du Bitcoin. T'emmerdes pas. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te prendre la triple ou la quadruple douille. C'est quoi la triple ou la quadruple douille? Une machine, t'as pas assez de volume pour que le mec, t'as des prix intéressants sur les machines, donc tu vas te faire saigner. Tu vois, nous, il y a des machines qu'on vend 4100 €. Je les vois dans des sociétés qui vont vendre à du retail à 7000 ou 7005, même 8000, la même machine. En termes de pourcentage, c'est énorme. Ton ROI, ton retour sur investissement, c'est x2. C'est pas la peine d'y aller. Achète du Bitcoin. Le seul calcul qu'il faut faire dans le Bitcoin, enfin, t'arrives pas à le faire, le calcul, mais sur le long terme, t'y arrives quasiment toujours. Si c'est bien fait, c'est si j'injecte un Bitcoin, dans 3, 4, 5 ans, est-ce que j'ai ressorti plus qu'un Bitcoin? La réponse, en général, c'est oui, si c'est bien fait. Et heureusement, sinon, personne ne le ferait. BlackRock achèterait du Bitcoin, il ferait pas du mining. Les fils de Trump, ils achèteraient du Bitcoin, ils feraient pas du mining. Le mining, si tu le fais pas bien, donc ce que je disais, la quadruple douille, c'est t'achètes trop cher ta machine. Parfois, tu vois un prix d'électricité qui est marketing, mais en fait, tu te fais avoir parce que t'as payé 4000 balles de plus ta bécane, donc ton délai, en fait, tu l'as payé sans le savoir. Deuxièmement, c'est la transparence. Ça veut dire qu'il faut avoir accès à tes machines avec un wallet public sur la blockchain. Ça peut faire peur, mais en fait, c'est très simple. Hein. Toutes les boîtes qui font du mining ont cet accès à la pool de minage. S'ils vous donnent pas l'accès à la pool, posez-vous la question pourquoi. Soit il y a une anguille sous roche, soit c'est parce qu'en fait, c'est une boîte à retail, donc à client particulier. Il y a 4000, 6000 ou 10 000 clients. Et en fait, c'est vrai que si un disjoncteur il tombe, tu te tires une balle au service client parce que tu as 400 mails le lundi matin pour dire pourquoi mon disjoncteur est tombé, enfin pourquoi ma machine ne tourne pas. Ça, c'est une possibilité. La troisième, c'est que si le mec il achète qu'une machine à 3000 ou 4000 €, il y a 99% de chances qu'il fasse mal sa compta. Il va pas faire du BNC au réel ou il va pas le mettre en impôt sur les sociétés. Enfin, il va pas l'amortir et passer en charge. Il va obtenir des gains bruts et soit il va pas les déclarer, soit il va les mettre en flat tax sur un coût d'acquisition à 0. Dans les deux cas, c'est perdu. Pour une fois qu'il y a un truc qui est intéressant comptablement et fiscalement de le faire, faites-le bien, quoi. Ouais, parce que ce que tu disais au tout début de l'entretien, c'est ça, c'est en fait t'as l'amortissement que tu réduis de ta base comptable pour tes résultats. Quand t'es à l'IS, c'est ça l'idée. Hein, je te donne un exemple. T'as acheté 30 000 de machines. T'as acheté 30 000 € de machines. Bon, ça, avec des chiffres bidons, on va faire. 30 000 € de machines, t'as miné 10 000 bruts à l'année. Et t'avais, 5 000 € d'électricité. Bon, bah ton net, c'est 5 000. Mais comptablement, t'es imposé sur 10 000. Ta production brute, c'est 10 000. Ouais. Donc, sur les 10 000, tu viens mettre l'amortissement de tes machines. Donc, un tiers de 30 000, bon, bah, moins 10 000. Ah, déjà, t'es à 0. Tu viens mettre ton électricité, boum, t'es à moins 5 000. Et après, le déficit, il est reportable. C'est ça. Donc, tu défalques à la fois avec les amortissements de ton bien et à la fois sur les charges que tu payes sur l'année. Ouais. Et c'est quoi le taux d'amortissement, enfin, la durée, quoi. En gros, c'est 3 ans. Comptablement, hein. Comptablement, c'est 3 ans, c'est du matériel informatique. Donc, c'est comme du LMNP, que c'est comme du meublé. C'est beaucoup plus rapide. Non, c'est comme une péniche ou une cabane dans un camping. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça va tendre vers 0 tôt ou tard. C'est pas de l'immobilier qui va prendre en valeur. Tu sais que ta machine va tendre vers 0. Donc, tard, elle sera morte. Faut continuellement alimenter la machine, du coup, pour que ça puisse tenir. Tu rachètes des machines, pour continuer à faire amortissement. Et après, avec les intérêts cumulés, l'effet boule de neige, donc non seulement t'as fait un report d'imposition monstre, mais en plus, j'adore dire ça, t'as une armée de mineurs dans des pays du tiers-monde qui travaillent pour toi. Enfin bon, là, on n'est plus dans des pays du tiers-monde, nous, on est aux États-Unis, mais ça marque plus quand je dis des mineurs qui travaillent pour toi. Donc, les gens, ils aiment bien. Et avec les intérêts cumulés et l'effet boule de neige, tu peux avoir une vraie armée de machines qui travaillent pour toi.
Quand est-ce que tu te fais rattraper quand même? Parce que ça, les gens dans l'IMO l'ont fait avec le déficit foncier, tu sais, travaux, il y a un moment, bon, bah, faut arbitrer. Ah ouais, le jour où t'arrêtes, ouais. Le jour où t'arrêtes d'acheter des machines. Okay. Le jour où t'arrêtes d'acheter des machines, tu te fais tailler, hein. Mais tu te fais tailler sur beaucoup de revenus qui rentrent d'un coup. C'est comme tu vois, c'est comme à l'époque quand j'ai fait ma SCI à l'impôt sur les sociétés. Un pote, il me dit, ah, mais t'es con, le jour où tu vas la vendre, tu vas te faire tuer avec la réintégration des amortissements. C'est complètement con. Nous, avec le LMNP, on est tranquille. Spoiler, non, fini. Mais en plus, je m'en doutais qu'ils allaient le tuer, ce truc. Donc, SCI à l'IS. Et c'est vrai que j'aurais dû faire du meublé, mais tout était déjà loué dans le bâtiment à l'époque, quasiment, et tout, donc tu pouvais pas. Bref. En fait, faut le voir d'un autre côté, tu vois, cette fameuse SCI à l'IS, on sort du mining, mais c'est le même raisonnement, on te dit, et encore non, parce que t'as pas de réintégration des amortissements. Mais on te dit que, en fait, c'est comme si un artisan, il dit, écoute, je vais tout te retaper. Et tu me payes rien. Par contre, dans 20 ans, quand tu vas vendre, là, je vais te faire payer cher. Tu vois, bah, c'est pas grave. Fais-moi tous mes bâtiments partout. Moi, ça me fait un effet boule de neige, un intérêt accumulé. Tu sais, on critique souvent la France, mais la France, l'effet de levier que tu peux faire, il est monstrueux. Par rapport à l'immobilier, par rapport à plein d'autres choses. Bon, dans le mining, malheureusement, on peut pas. Mais en tout cas, la France, il y a vraiment des belles choses à faire, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est un des rares pays qui te paye le chômage pendant 2 ans quand tu lances ta boîte. Pas beaucoup qui le font, hein. Peut-être pour ça qu'il y a autant de boîtes qui clament, d'ailleurs, hein, qui meurent, hein. Il y a plein de mecs qui seraient jamais lancés, qui se sont lancés, du coup. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est bien, ils ont goûté à l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je dois être le seul Mongolien qui a pas pris mon chômage quand j'ai fait ma boîte. J'aurais pu, je l'ai même pas pris. Bah non, on est deux, écoute. Moi aussi, j'étais à l'étranger. J'étais à l'étranger, donc tu sais, faut avoir une période de 5 ans avant pour bénéficier de ça. Et donc, moi, j'étais à 4 ans et demi. J'aurais pu attendre une demi-année. C'est presque ça. Sur le mining, il y a pas de levier. Par contre, il y a l'effet fiscal, on l'a vu. Non. Il y a en l'intégrité, on va dire, de physique, parce que c'est un peu notre question aussi dans les risques, c'est de se dire, bah ouais, ils sont bien marrants et c'est eux qui font tout, qui font les flux. Mais en gros, c'est un peu la boîte noire, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'investis. Comment tu intègres en fait cette notion de l'argent que j'investis, il va précisément sur ce mécanisme, sur ce projet-là, l'argent va revenir de cette manière-là parce que là, tu mets le doigt sur un truc. Hein. Là, tu mets le doigt sur un vrai secret de Polichinelle dans le mining. Ça veut dire que tu sais, comme le bon et le mauvais chasseur, bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si tu mets de l'argent dans une boîte de mining et que t'as pas accès, ce que je te disais, à la pool de minage derrière qui te montre la puissance de ta machine et que t'as pas le numéro de série de ta bécane et la facture et tout, bon, encore la facture, c'est falsifiable. Le mec qui te met une facture, t'as acheté une machine, oui, il va prouver qu'elle existe vraiment. Tu vois. Moi, j'ai vu des vidéos de boîtes de mining, c'est pas les bons modèles qu'ils ont. Donc, demandez toujours l'accès à la pool. C'est le seul, c'est ce qui vous sauve. C'est-à-dire, si vous avez accès à la pool de minage avec votre wallet à vous, bah là, t'es sûr que c'est la blockchain, ça ment pas. C'est pas, tu vois, Bitcoin, c'est don't trust, verify. Ne fais pas confiance, vérifie. Une boîte qui t'envoie un rapport PDF à la fin du mois, c'est pas bon. Une boîte qui te met une page de front web, donc une page juste de web où je t'affiche une machine avec un bip en vert qui te dit ça tourne et s'il a été donné pour 200 de puissance, ça fait tout le temps 200. Non. Demande l'accès à la blockchain. Tu vois tout. Et là, l'accès à la blockchain, pareil, il peut pas être falsifié dans le sens où. Non. Parce que tu vois, il faut quand même être assez geek pour comprendre, même des fois, tu vois. Non, vraiment, regarde, je te montre un truc très très simple. Alors c'est un wallet qui tourne plus, hein, mais parce que je peux pas te montrer un wallet qui tourne. Alors tu vas dire, ok, mais c'est le site de Blob, tu vois. Donc là, je me connecte avec un white public là-haut. Je vais le copier-coller. C'est bien, les gens ils vont pouvoir creuser ce qu'il y avait dessus. Ils vont s'amuser. Il y a plus rien, venez pas nous couper les doigts, on a tout vendu. On a tout acheté des machines avec. Ça ressemble à ça. Donc là, il tourne pas, mais tu vois, si je mets sur, je vais enlever la petite image de nous là. Si je mets sur here, tu vois, il tournait quand il était en Islande encore. Donc il y avait 6 PTH de machines. Tu mets all time, tu vois tout en fait. Donc les gains expérés sur la blockchain, les workers, donc c'est chaque travailleur qu'on a gagné, quelle efficience ils ont, on en parlera après, les gains qu'il y a eu sur la blockchain. Mais en fait, si je prends ça et que je vais chez Cruxpool, qui est la société avec qui on travaille, qui est une société de mining, je mets le même wallet public dedans. Hop, non, pas dans Spotlight. Hop,
tu vas voir exactement la même chose. C'est de la marque blanche de poule, en fait. Nous, on n'a pas le droit en écriture là-dessus. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, quoi. C'est en gros, hormis le site de Blob, est-ce que tu peux le trouver un peu comme l'idée de Etherscan, tu vois, sur Ouais, complètement. Ah ouais, complètement. Tu vas sur les poules et tu le trouves. Yes. Et c'est ça qui est important, parce que si c'est dans la wallet, si c'est un dashboard interne, je te montre ce que je veux. On te montre ce que tu as envie. Ça se trouve, tu crois que tu es dans le mining, on investit ton argent en finance décentralisée, on te donne un rendement. Donc, on a vu un peu la cerner un peu de comment ça fonctionne et comment garantir le minimum de la sécurité, aussi au niveau comptable, ce que ça peut représenter. Maintenant, peut-être en termes de strat, dans quelle stratégie, s'il y en a plusieurs ou pas, mais on investit dans ce genre de mécanisme. Ouais, il y a plusieurs stratégies. Donc nous, on est sur des stratégies minimum à 20 000 en ticket d'entrée. On peut faire parfois des exceptions, mais c'est rare. Parce qu'on estime qu'en dessous, l'effet de volume, il est pas bon. Et nous, on préfère avoir un suivi premium. Tu peux pas aller sur notre site web et acheter 3 machines ou une machine. T'imagines tout ce que je viens d'expliquer? Quelqu'un qui le sait pas? Il sait pas qu'il y a un halving. Il sait pas qu'il y a ça. Il sait pas que... Mais clac, 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 j'achète une machine. Cool, j'ai acheté une machine 4 000 €. Boum, douche froide, halving dans 2 ans. Ou le prix du Bitcoin, il descend. Et d'un coup, sa machine qui était très rentable à l'instant, l'est plus à l'instant T. Ah, pourquoi? Ah, bah parce qu'en fait, la machine qui faisait le plus de rendement, elle coûtait moins cher parce qu'elle est moins efficiente et du coup moins résiliente. Ah merde, ça veut dire que quand le Bitcoin était haut, c'est elle qui faisait le plus de perf, mais quand il est bas, c'est la première qui se fait sortir. Et ouais. Donc, t'es obligé de faire des appels, pour moi, parce que les gens, ils vont pas aller se former d'eux-mêmes et ça va leur prendre des mois d'avoir la connaissance que nous, on a mis des années à avoir, en tout cas pour ressentir le feeling. Et c'est pour ça que nous, t'es obligé de faire un appel pour avoir la stratégie la meilleure face à ta vision. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Sinon, on vendrait qu'une sorte de machine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais je peux te détailler, par contre, les stratégies. T'as la stratégie Bitcoin ultra conservateur. Ça veut dire que tu vas acheter la machine de dernière génération, la plus efficiente, parce que tu veux qu'elle dure longtemps et pas être impactée par les baisses. Est-ce que c'est une bonne idée? A priori, ça semble la meilleure. Ouais, bah pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Bah en fait, c'est comme si tu devais faire... j'aime bien les métaphores pour qu'on comprenne. Demain, tu dois faire un parc de véhicules taxi ou de véhicules Uber. Et tu as le choix entre 2 véhicules. Physiquement, c'est les mêmes. Tu as une machine, ça ressemble à ça. Il y en a une à côté, là. Je peux la montrer. Elle traîne par terre. C'est rare que j'en ai une dans le bureau. Ma femme m'a pas engueulé, c'est incroyable. Ça ressemble à ça. Mais elles ressemblent toutes les voitures se ressemblent. Hein. Ouais. Sauf les vieilles générations, il y a qu'un ventilo. Donc si vous voulez voir si on vous a vendu de la vieille, bah regardez les vidéos. S'il y a qu'un ventilo, vous avez compris. Alors, ces machines-là, donc la voiture, tu as le choix entre deux voitures. Une qui fait du 10 litres au 100 qui coûte 10 000 € et une qui fait du 5 litres au 100 qui coûte 20 000. Bah, si tu sais pas à combien tu payes ton litre d'essence et à combien tu vas vendre ta course Uber, tu peux pas savoir laquelle est la plus rentable. Sauf que ton électricité, tu la connais. C'est ton litre d'essence. Donc, si tu le payes pas cher, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter aujourd'hui la la voiture qui coûte 20 000 €? Pas forcément. Sauf si demain, il y a une crise du pétrole, effectivement, et que le prix de ta course Uber s'effondre. Donc, tu le sais pas à l'avance. Il y a une machine qui va mieux se comporter par rapport à l'autre. Nous, on vend soit de la bonne génération, soit de la très bonne. C'est-à-dire, on va pas dans le risque non plus, parce que notre business model, comme je te l'ai dit, c'est on prend 10% de la rentabilité de net générée. On a quand même envie d'être à peu près certain d'avoir de la renta. Avoir des clients pas rentables, ça nous amuse juste pas du tout. Avoir des super bécanes ou modernes, si je t'entends bien, ça veut dire si tu paries que il va y avoir un crack et qu'elle se comportera bien. Ou que ça va range, que ça va rester dans une zone, tu vois, autour des 90 000 pendant un an. Alors là, tu prends de la dernière génération, effectivement. Si tu penses que le Bitcoin il va remonter rapidement, vaut mieux prendre la génération d'avant. Et si vraiment tu dis ouais, moi je suis sûr il va péter demain à 300 000, bon bah prends même de la vieille. Mais moi je te la vendrai pas par contre. Le risque est trop gros. Chaque place dans les infrastructures, ça coûte de l'argent. Donc le risque est trop gros. Ça c'est les deux strates qu'il y a sur Bitcoin en tout cas. C'est soit je prends de la vraiment ceinture bretelle, je prends de la dernière génération. Pour te donner un ordre de prix, enfin un ordre de grandeur, les machines elles font des térahash. C'est le nombre de calculs qu'elles font par seconde. Et en fait, tu as 2 métriques à regarder, c'est le coût par térahash, combien d'euros par térahash, et ensuite combien de watts par térahash. Tu vois là, la machine que je viens de te montrer, c'est une machine qui fait du 15 watts
par unité de puissance, par TRH. Et du coup, elle coûte à peu près 12 € par TRH. Tu prendrais de la dernière génération, elle fait 13,5 watts par TRH, donc pas énorme, hein, c'est 10-15% de différence. Par contre, elle coûte 15 € le TRH. Ouais. Et tu prendrais de la nouvelle qui sort en janvier, à ne pas acheter tout de suite, franchement, je pense que, sauf si vraiment t'es ceinture, bretelle, casque, elle fait du 10 watts par TRH, mais elle t'en coûte 25 € par TRH. Il y a un équilibre à faire. Tu peux faire des stratégies différentes en fonction du budget de chacun. Quelqu'un qui a un budget de 100 000, on va faire une diversification. Tu prends pas qu'une strat. Quelqu'un qui a un budget de 20 000, ticket minimum, qui veut être bien et tranquille et oublier grosso modo l'invest, tu prends quand même de la dernière génération sans prendre la toute dernière. Donc ça, c'est les deux strats. Ensuite, dans cette stratégie, tu as des sous-stratégies. Est-ce que tu payes l'électricité en fiat ou est-ce que tu payes l'électricité en bitcoin? Donc, est-ce que tu payes ton électricité tous les mois avec tes euros, tes dollars ou tes francs suisses? Ou est-ce que tu payes ton électricité tous les mois directement prélevée de la production? Dans les deux cas, t'as pas de travail. Nous, soit on fait un prélèvement en euros, soit on fait un prélèvement en crypto. Donc, il n'y a pas de taf, c'est passif. C'est juste qu'est-ce que tu veux faire l'effort de faire du dollar cost average sur ton électricité. C'est un effort financier. Par contre, c'est le meilleur DCA possible que tu peux faire sur Bitcoin. J'en vois pas d'autres. Où est-ce qu'il intervient la conversion pour payer effectivement aux fournisseurs d'accès à l'électricité en euros, en fiat? C'est nous qui le faisons. Okay. Et nous, on prend le cours à minuit 00 le 30 du mois. Mais du coup, le risque pour vous de conversion, c'est vous qui le prenez, ouais. Il y a un risque. On l'a eu il y a pas longtemps, hein. Tu convertis la crypto des clients en euros à cours UTC 0000 et le matin tu perds 8% sur le BTC. Bon c'est nous qui l'assumons, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais nous, avoir du BTC en trésorerie, ça nous dérange pas. Ouais, c'est sûr d'un côté aussi, mais tu vois, tu peux te dire voilà, la société elle est encore un peu jeune, et c'est un peu la même question que pouvaient se poser les gens sur est-ce que tu vois, physiquement, je sais, j'avais vu un épisode avec Jean-François Fort Au Coffre, tu sais, et qui disait beaucoup, qui insistait beaucoup sur voilà, on est au port franc, on a des choses comme ça qui fait que physiquement c'est impossible de nous d'avoir un problème sur la marchandise, quoi, sur les équipements, c'est vraiment le gros du truc. Vous, comment vous garantissez et tout, c'est quoi? C'est une question que nous posent souvent les fonds, parce qu'on bosse avec des family office ou même des fonds de pension suisses. C'est quelle est votre résilience? C'est les due diligence qui font avant. C'est quoi votre résilience? Nous, tous les coûts, ils sont intégrés. On n'a pas de coûts fixes à part les salaires, forcément, mais on n'a pas de coûts fixes. Tout est déjà payé dans l'électricité, en fait. Quand tu payes l'électricité, tu payes déjà méga, tu payes déjà tout. Donc, on n'a pas de danger sur ça. Tu vois, tu parles que si le Bitcoin il tombe pendant un mois sur un mauvais coup de conversion, t'as l'inverse qui est vrai aussi. T'as l'inverse qui est vrai aussi, c'est-à-dire que souvent on a gagné aussi. Là, les gens qui ont payé quand le Bitcoin il remonte, nous on prend la remontée. Nous on garde toujours du Bitcoin en trésor et dans tous les cas on n'est jamais en danger. Sur un mois d'élec, selon les fermes, on a quelques centaines de milliers d'euros, mais c'est pas perdre 50 000 sur le premier du mois qui va nous mettre en danger. Vraiment pas. Ça fait partie. Tu vois, comme je te disais, on a des mécanismes financiers, on va se hedge, on peut faire des auto-swaps. Si on pense que le marché il est tendu, on peut faire un auto-swap direct. Ouais. Donc ça, c'est vraiment nous aussi. Est-ce qu'on décide de garder ou de convertir directement? Ça, c'est de la stratégie interne de Trésor. Sur les machines des clients, par contre, c'est vrai que tu dis un truc qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe si une machine des clients casse? Sur les machines, effectivement, il peut y avoir un risque de casse machine. S'il y a une casse machine, qu'est-ce qui se passe? Je vais te parler du scénario catastrophe d'abord, en mode vraiment, ok, ça se passe pas comme il faut. Si la machine elle arrive et qu'elle a un problème à l'arrivée, ça arrive, c'est ce qu'on appelle DOA, Dead on Arrival. Ça arrive, et parfois c'est 2%, 1%. J'ai eu des séries, c'était 30, c'est arrivé une fois, on a halluciné. Et la machine elle part chez le fournisseur de nouveau, chez le fabricant qui est Bitmain en général. Et le coût d'expédition aller d'une panne pendant la période de garantie constructeur qui est de 1 an est à la charge du client. C'est à peu près 80 € à peu près sur les États-Unis. Pendant ce temps-là, tu as un coût d'opportunité parce que tu produis pas et en plus, tu dois payer ton électricité. Parce que ton électricité, c'est des contrats annuels de 1 an d'hébergement, que ta machine soit rentable, pas rentable, qu'elle tourne, elle tourne pas, faut payer ton élec. Donc ça coûte de l'argent. Si la machine tombe en panne après la période de garantie constructeur, qui est de 1 an, mais tu as à peu près 1 mois de transport, donc plutôt de 11 mois, voire 10 mois et demi une fois que ça arrive, ça va dépendre de la panne. Si c'est une panne sur
Et c'est bien, c'est la première fois que je peux les montrer comme ça. Jamais dans elles sont plutôt en train de tourner. T'as une panne sur la carte mère quand voilà, c'est que dalle, c'est 80 balles. T'as une carte sur l'alimentation là qui est ici, c'est à peu près 200. Le problème est, et nous on fait après coup de temps, si t'as une panne sur ça, voilà, la carte de minage. Ça, il y en a 3 par machine. Ça là, elle rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans, il y en a 3 normalement. Ça, c'est un tiers du prix de la bécane. D'accord. Et le problème, c'est que un tiers du prix de la bécane à l'instant T. Le prix des machines est complètement proportionnel à leur rentabilité. Une machine qui coûte 3000 aujourd'hui, elle coûtait 6000 il y a encore un mois quand le prix du Bitcoin était haut. Donc, si ta panne, elle arrive quand le prix de la machine, il est haut, bah, ça se trouve, pour une carte, t'as le prix de ta bécane. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que quand la machine, elle est peu rentable parce que le Bitcoin, il est bas, t'as pas envie de la réparer parce que ça coûte 600 balles, la machine, elle en coûte 600, c'est vraiment, il y a quand même un prix plancher de la machine. Ouais, bof. Et quand c'est super rentable, bah, tout le monde veut réparer, t'as des mois d'attente, ça coûte super cher, donc, purée, ouais, bof. Donc, nous, ce qu'on a mis en place en face, c'est un système d'extension de garantie ou plutôt un pack sérénité de 24 mois à partir du branchement de la machine. Du moment que la machine, elle est branchée pendant 24 mois, quoi qu'il arrive, s'il y a un souci hardware sur ta machine, on a une API qui le détecte, donc un logiciel, et on va mettre une machine de courtoisie à la place. Que la machine soit en garantie constructeur et que tu dois partir et payer de l'élec, c'est pas ton problème. Que tu aies une carte qui a grillé, c'est pas ton problème. Tu as une machine qui tourne. Et si ta machine, elle est pas réparable, celle qu'on a envoyée en garantie ou en réparation, on fait un échange standard. On donne une des machines de notre parc de garantie au client, enfin avec un échange standard, avec son numéro de série et notre numéro de série, et ainsi de suite. Même si la machine qu'on lui a filée, elle casse dans 2 mois, 3 mois, il est encore dans les 24, boum, il a une 3e. Alors là, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Et ça, c'est l'extension de garantie que vous avez auprès d'un assureur finalement, quand derrière. Non, on l'a fait nous-mêmes, c'est nous qui l'avons créé. Ok. On le facture 1/5 du prix de la machine, et si tu fais vite le calcul, c'est-à-dire qu'une machine à 1000 euros, on te facture ça 200 euros, donc ça coûte que dalle. Une machine qui vaut 10 000, on te le facture 2000. Et nous, toutes les 5 machines vendues avec une extension de garantie, comme ça je donne mon business model à tous mes concurrents. Toutes les 5, en fait, nous, ça fait partie de la marge, parce que comme on marche quasiment pas à l'entrée sur les machines, ce système de garantie, c'est du gagnant-gagnant, parce que nous, ça nous rend une partie de marge. Ça fait 20% du parc qui est assuré, enfin c'est des machines de garantie, et gagnant-gagnant parce que quand il y a une panne chez un client, t'es pas à lui dire alors est-ce que tu acceptes le devis, alors les frais de transport c'est tant et tant, ta machine est revenue, parce que quand t'as une machine qui casse et qui est très rentable, c'est pas toutes les semaines qu'il t'écrit le client pour savoir est-ce qu'elle est réparée et tout, c'est toutes les heures. Donc tu économises aussi de la charge mentale et quasiment tous les clients le prennent. Aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans que, on va dire, que je farm avec vous. Tout pète, risque géopolitique majeur. Bref, je perds la faculté de faire du Bitcoin, de miner, ok. Mais par contre, tout ce que j'ai miné avant, tu vois, est-ce que c'est dans vos coffres, est-ce que c'est sur ma clé, est-ce que tu vois, tout ça, c'est voilà, petite question. Okay. En minage, en crypto en général, t'as un agrément qui s'appelle Mika ou Psan. Tout le monde va passer à Psan. Ce qui fait que tu dois être là-dedans, c'est est-ce que tu fais de la conservation d'actifs, donc la custody, oui ou non? Est-ce que tu fais de la conversion crypto to crypto, genre tu mines du Bitcoin, je t'envoie du Dogecoin? Est-ce que tu fais de la conversion euro to crypto, crypto to euro? Ou enfin fiat, hein, je dis euro, mais ça peut être franc suisse ou dollar. Nous, on fait aucun des trois. Quand on a bâti la boîte, on a dit on faut faire aucun des trois. Pour justement pas avoir les KYC, les déclarations TRACFIN, etc. Nous, on est des vendeurs de hardware, on vend des machines, on héberge les machines, et en fait, le flux financier monétaire va être directement dans ton wallet public, dans ton portefeuille. Tu me donnes le wallet de ta Ledger, la machine, c'est ta machine va être connectée à ta Ledger. Ok. Donc à aucun moment ça passe chez nous. Non, jamais. Par contre, on en revient à ce que tu disais. Demain, méga risque géopolitique, on est impacté, ouais. Et toi aussi avec nous. Non, mais c'est vrai. Mais je peux récupérer mes fonds. Enfin, je veux dire, parce que un peu l'une des propositions tu possèdes des machines. C'est pas un investissement où tu mets de l'argent dans un livret, tu vois. C'est pas une société d'investissement. Donc tu possèdes des machines. Si demain t'as investi dans l'immobilier à Bali et que Bali demain il y a une guerre civile totale et que tu peux plus louer, t'es impacté tout pareil que si tu fais du mining au Venezuela et qu'ils te nationalisent les machines. C'est pour ça qu'il faut faire attention où tu le fais. Ouais, mais la beauté du Bitcoin, c'est la souveraineté. Donc
indépendamment évidemment des machines, mais même le Bitcoin que tu as miné, celui-là, il est complètement à toi. Ah oui, bah oui, il est à toi. Voilà, ouais, ok. C'est comme si t'as trouvé une pépite d'or dans la forêt, même moi je suis pas au courant et tu l'as quoi. Ok. Ouais, non, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, de savoir qu'il y a ce lien direct avec le Bitcoin, c'est ton wallet. Donc voilà, ok. Et la machine physique, ça reste une machine physique. C'est Mm. pour ça que, tu vois, je peux te le présenter. Et en fait, j'avais fait une conférence sur ça, où justement, ah bah voilà, tu vois, je suis sur la bonne page, où en fait, j'expliquais les conditions pour un minage rentable. En tout cas, pas tous. Alors la ligne jaune, c'est à titre indicatif, mais tu dois faire gaffe à ton coût électrique, mais pas que. Tu dois faire attention encore à ton uptime. Le uptime, c'est quoi? C'est ton taux de remplissage de ton Airbnb. Grosso modo, c'est combien de temps tu as de l'électricité à l'année. Si tu es sur un barrage en Éthiopie et que 30% du temps, il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, bah tu mines pas 30% du temps. Si tu as une mauvaise connexion Internet et que du coup ta machine a fait des calculs mais qui sont erronés, non seulement tu as un mauvais uptime, mais en plus, donc c'est-à-dire que t'es pas payé pour ce temps que t'as travaillé, mais en plus t'as consommé de l'électricité. Donc là, c'est catastrophe parce que ton prix de l'élec, c'est comme s'il passait de 5 centimes à 8 centimes par exemple. Donc faut faire attention. Le prix d'achat de la machine, forcément. La géopolitique, c'est le truc le plus subtil parce que les gens ils disent ouais, mais moi je veux là où c'est le plus rentable. Ouais, mais si tu vas au Bénin et que t'as un coup d'état le lendemain, tu fais quoi? Enfin, tu vois. Donc le pas cher revient cher souvent. Donc si vous achetez des Rolls-Royce, des machines dernière génération, faut les mettre dans des pays à Rolls-Royce. Tu vas pas faire chauffeur Uber avec des Mercedes toutes neuves au fin fond du Bénin. Tu vas le faire d'abord à Monaco ou à Paris. Et une fois qu'elle a 300 000 bornes, là on peut réfléchir à la mettre ailleurs. Ça sert à rien au début. La météo forcément et la sécurité, voilà. Et ce que je disais, il faudrait que je rajoute la transparence là-dedans, voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens, enfin vos clients principaux, les profils en fait, comme tu disais, enfin le truc le plus basique quand t'es vraiment conservateur, mais que t'as une thèse d'investissement sur le Bitcoin à long terme, t'investis en direct dans le Bitcoin. Après le mining, je le voyais moi comme une sorte de step up où tu vas un petit peu accélérer si t'as une conviction vraiment plus profonde que bah ça va augmenter puisque tu vas créer du Bitcoin. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu vois, c'est quoi les profils d'investisseurs que t'as? Par rapport à d'autres strates aussi, hein, tu vois, ça peut être... Profil entrepreneur, beaucoup. Ok. Profil investisseur IMO, énormément. Avocat fiscaliste, family office, CGP, CSP+, vraiment, ou des chirurgiens, les pharmaciens. Je sais pas ce qu'ils ont, les pharmaciens. On a beaucoup de pharmaciens en clients. Si vous me regardez, bonjour à vous êtes beaucoup. Ils ont dû se passer le mot, ils ont dû faire un meeting une fois à la pharmacie. Je sais pas ce qui se passe. C'est un truc de malade. Beaucoup de pharmaciens. Ça peut être des mecs qui ont des bons revenus, qui ont eu des héritages. Souvent, le profil que j'arrête, c'est très rapidement, c'est le profil étudiant qui veut faire un crédit Boursorama pour faire du mining. Je suis, ouais, non. Non, mais t'inquiète, moi j'y arrive. Au début, on avait un ticket d'entrée à 10 000. Je l'ai monté à 20 parce qu'en fait, 10 000, c'est encore trop accessible. 10 000, c'est encore trop simple à avoir. C'est moche hein, ce que je dis, mais 10 000, t'as encore des gens qui devraient pas être là. Ouais. Et des gens qui devraient pas être là, c'est des gens qui vont m'altérer mon cerveau quand le marché il va bouger. C'est-à-dire que je le sais, j'ai bossé dans les boîtes de mining qui avaient 4000 clients. Quand le marché il descend, leurs émotions, ils sont comme ça. Et mon WhatsApp, il devient comme ça. Alors, quand t'as des, tu vois, là, le Bitcoin a baissé, on est plein d'appels sur 3 semaines. Ça veut dire qu'on a visé le bon persona. C'est des gens qui disent, le marché a baissé, je rachète des machines. Le prix des machines a baissé. J'ai eu 1 ou 2 messages, oulala, qu'est-ce qui va se passer, Florent? Tu penses que ça va remonter? Alors, dans ma tête, j'ai envie de dire, je suis navré pour ceux qui m'ont écrit, qui vont peut-être se reconnaître, mais j'ai envie de consulter ma boule de cristal et je te réponds, j'en ai absolument aucune idée. On est là pour du long terme. On sait qu'avoir l'imprimante à billets sur le long terme est plus rentable que de juste avoir le billet. Si tu le fais bien. Ouais. Et souvent, quand t'as que 10 000 et que tu prends un crédit pour y aller, moi, je pose toujours la question, est-ce que tu prends un crédit parce que t'as pas l'argent? Ou est-ce que tu prends un crédit parce que tu as de la liquidité qui est bloquée ailleurs, qui travaille déjà? La vraie question que j'ai envie de savoir, c'est s'il y a une fucking tornade demain qui t'emmène de la ferme de mining, c'est pas ou une météorite qui tombe, est-ce que tu manges encore? Est-ce que tu manges des pâtes ou est-ce que tu manges pas? Si c'est réponse 2 et 3, on arrête. T'es pas au bon endroit. D'ailleurs, soit dit en passant, physiquement, elles sont où tes fermes? On est au Kazakhstan, on est en Finlande et tout ça c'est complet. Aujourd'hui, on développe aux États-Unis, au Texas. D'accord. Ouais, j'avais entendu parler. D'accord. Ok. Franchement,
niveau tu vois, dans ce que je disais avant, États-Unis c'est le top, et nous on a une strat en ce moment qui est ultra long terme. Alors là on va dire que c'est plutôt la stratégie Blob et Florent Gabriel et Julien, qui concerne pas forcément les clients, mais un jour peut-être et un jour même sûrement. C'est qu'on vend les machines justement, on est les moins chers sur le marché. Pourquoi? Pour avoir le plus de mégawatts et le plus de machines possible. Un, pour le volume, mais surtout que ça nous permet nous d'avoir les machines aussi moins chères parce qu'on a votre volume, d'avoir l'électricité moins chère parce que on a la quantité, mais aussi pour nous chercher du crédit et de la dette demain avec une autre société qui sera Blob Energy, où on verra le nom, mais on fera des champs de panneaux solaires et d'éoliennes plus tard. Et quand on va les prendre, chercher l'argent chez les investisseurs, si tu y vas, tu dis en fait moi j'ai envie de devenir énergéticien. Ah ouais, c'est super. Moi, je rêve d'une banque. Tu vois, je connaissais un mec qui rêvait d'une banque. Super. Pourquoi? Pas de raison. Et toi, t'arrives en tant que petit Français, tu veux dire, tu veux devenir énergéticien? Ouais, compliqué, hein. Méga compliqué. Pourquoi? Parce que je suis énergéticien de métier, j'ai bossé sur des barrages hydroélectriques pendant 7 ans. Ouais, mais encore, t'as des clients en face qui vont t'acheter ton énergie? Non, mais je vais en trouver. Ouais. Ouais. Trouve-en d'abord et reviens. C'est ce qu'on fait. C'est plus dur de ce côté-là, ouais. Alors que vous le prenez du bon sens, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on a une strat où on accumule du volume, un peu strat Amazon, tu vois, où forcément tu fais peut-être un razzia et bon, je pense qu'il y a des concurrents, ils doivent pas sourire, mais en tout cas, on fait une razzia en volume sur ça, et ça va nous permettre demain d'avoir une puissance de frappe gigantesque pour dire, en fait, nous, on a 10, 20, 50, 200 mégawatts d'hébergés avec des fins de contrat ici. Et en fait, soit on leur continue leur contrat aux clients à 6,5 centimes de dollars le kilowattheure, soit en fait, ils vont peut-être et même sûrement être très heureux de déménager les machines au pied de notre production d'énergie et payer encore moins cher l'électricité. Et la boucle sera bouclée. On aura la verticalité machine de minage, terrain, production d'énergie, terrain, infrastructure, vente et hébergement des machines. Et on aura toute la verticalité. C'est ça la strat. Ouais, j'ai demandé c'est quoi les perspectives, mais ça y est, tu m'as donné la réponse. C'est une strat monopoly de l'énergie. Ouais, mais de toute façon, le seul paramètre un peu que tu contrôles, c'est celui-là, quoi. Tu peux pas contrôler le prix de sortie, donc c'est le prix d'entrée, quoi. Tu contrôles pas le prix de Bitcoin, effectivement. On n'a qu'une certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Par contre, on a des convictions. Et nous, la conviction, c'est que Bitcoin, oui, il ira à 1 million, même plus. Mais c'est pas avec des convictions que tu fais un business model. Non, c'est clair. Avec des banquiers aux cheveux grisonnants. Alors, quoique maintenant, les banquiers aux cheveux grisonnants, Bitcoin, ils ont bien compris, tu vois, Larry Fink et tout le monde y va. C'est pas, maintenant c'est devenu mainstream. C'est une grosse adoption, quoi. Quand tu vois que la news qui est sortie hier ou avant-hier, c'est que Banque Populaire et Caisse d'Épargne, maintenant, tu peux acheter du Bitcoin entre ton livret A et ton PEA pour 1,5% de frais. C'est des boîtes qui nous ont fermé des comptes à l'époque, à tous nos confrères, tu vois. Quand j'avais un client de la Banque Populaire, 9 fois sur 10, le virement, il passait pas parce qu'on était assimilés boîtes de mining à l'époque. Encore maintenant. Mais maintenant, ça passe. Donc, les mentalités ont complètement changé. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que Bitcoin est en train de devenir presque un actif comme un autre. Il y a des trucs qu'on a oublié de mentionner, peut-être qui sont importants dans tout cet aspect justement mining que tu entends. On a fait un bon tour, hein, parce que là, on leur a mis une belle migraine aux gens, je pense. C'est rare que j'aille autant dans la technique, hein, mais comme je sais que c'est un podcast investisseur, on rentre vraiment dans les chiffres, dans le truc et tout. Alors, tout le monde dit, oui, mais c'est quoi la renta? C'est cool, il nous a pas dit. Je peux pas vous le dire. C'est-à-dire que, non, mais je peux pas vous le dire, parce que c'est un secret, faut venir en appel avec moi. Non, ça change tout le temps. C'est-à-dire que le mining, ça va attirer les gens quand la renta elle est haute, mais le prix de la machine, tu la payes cher. Et quand la renta elle est basse, comme en ce moment, à peu près à 30-35% de rendement net annuel, j'entends déjà les mecs crier qui vont dire quoi, mais attends, c'est énorme, 30-35% net annuel. Oubliez pas, il y a l'amortissement de la machine, et que la machine elle dure à peu près 5 ans. Donc c'est pas incroyable, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. On a fait bien mieux, mais c'est parce que le prix du Bitcoin est bas, donc le prix des machines est bas. C'est vraiment ça qui fait la diff. Et le rendement. Qu'est-ce qui fait que voilà, du coup, qu'est-ce qui fait si on se place ces strates-là justement de mining Bitcoin comparé à d'autres placements, même si encore une fois, tous sont assez différents, mais ouais, le niveau de retour sur investissement, parce que quand tu parles d'amortissement, moi j'avais pas compris que tu avais ce risque-là en tant qu'investisseur, moi directement. C'est que t'as pas forcément. Tu parles de quel risque? De la machine qui devient obsolète? Ouais, de l'amortissement de la machine. Toi, tu payes. Quand t'es investisseur auprès de Blob, si t'achètes tes machines, donc t'es impacté par ça. Ouais, c'est ta machine, ouais. Ouais, forcément, c'est ta bécane.
Bah sinon tu pourrais pas l'amortir comptablement si elle mourrait pas ta bécane. Ouais, non, il y a ce lien direct, quoi, qui est positif ou négatif en fonction de comment tu vois le truc, ouais. Exactement. En vrai, c'est quelque chose de très positif. Et oui, t'achèteras des nouvelles machines dans 3, 4, 5 ans où tu feras un DCA de machines. T'as une strat dont j'ai pas parlé, mais t'as la strat de racheter des machines tous les mois. Alors les gens avec leurs bénéfices, certains ils rachètent des machines, ils rachètent des machines, ils rachètent des machines, ils rachètent des machines. Bon, à un moment t'as envie de cultiver, quoi. Tu laisseras vivre tôt ou tard. Mais l'objectif de beaucoup, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible. Et aujourd'hui, la meilleure stratégie, selon moi, pour avoir le plus de Bitcoin possible, c'est d'avoir des machines de mining et de payer ton électricité en monnaie fiduciaire tous les mois. Donc en euros, en dollars ou en francs suisses. Les 3 monnaies qu'on accepte. Et les rendements, pour te répondre à ça, ça a fait historiquement, même avec amortissement de machine compris, selon les strats, entre 30 et 50% net annuel. Ça, c'est sur la machine même qui s'amortit au bout de 3 ans. Ouais, même 2 en vrai. En général, c'est plutôt 2. Mais comme dit, tu peux prendre la même machine avec les mêmes personnes. Tu vois, moi j'ai des clients, ils ont pris des machines quand le Bitcoin était très bas. Il y a des nouvelles générations qui sont sorties. Tu vois, la difficulté de minage, ça peut quand même te sabrer un investissement. Aujourd'hui, la difficulté de minage, elle est plus aussi forte qu'avant. C'est-à-dire que la difficulté de minage, c'est que plus il y a de machines qui arrivent, plus la difficulté elle monte. On s'est pris des hausses de difficulté à 30, 40% annuelles, voire 50. Pourquoi? Parce que ton Bitcoin, il passait de 20 000 à 60 000, qui passait de 20 000 à 100 000. On fera plus ces hausses-là. J'y crois plus. Enfin, moi, personnellement, peut-être que tu vois, demain, le Bitcoin, il fera de 100 000 à 500 000 et on va me dire, Florent, t'es un vrai con, t'as vu, il a fait de 100 000 à 500 000. Perso, je préfère ne pas y croire. Je pense que avec l'arrivée des institutionnels et Bitcoin devient de plus en plus mainstream, on va arriver plutôt sur des hausses annuelles à 30%, tranquillement. Sur le Bitcoin, je pense plus qu'on fera il y aura des hausses, il y aura des baisses, mais la volatilité s'écrase. On est beaucoup moins volatile qu'avant. Et la difficulté de minage, c'est à chaque fois sur N-1, sur l'année d'avant. Tu peux pas doubler aujourd'hui, on est en concurrence avec l'intelligence artificielle pour trouver des watts. Tu peux pas prendre 50% sur l'année d'avant en énergie sur la planète par rapport à ce que Bitcoin consomme. Déjà, physiquement, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 50% d'augmentation de production dans les chaînes de production des fabricants de machines. C'est pas possible. Et ni pour les semi-conducteurs. Tu peux pas parce qu'il y a en plus cette concurrence avec l'IA même sur les machines. Donc sur la finesse de gravure, pareil, technologiquement, on arrive à une finesse de gravure, on arrive à un mur technologique sur le silicium où on commence à vraiment avoir du mal à diminuer l'efficience des puces. Tu regardes entre des cartes graphiques pour ceux qui sont gamers, entre une série 3000, une série 4000, une série 5000, le gain, il commence vraiment, c'est plus les gains qu'il y avait il y a 4 ans ou 8 ans où d'un coup d'une génération à l'autre, t'avais une différence flagrante. Tu prends une puce M3 de Apple et une M5, il y a plus de bons comme il y avait à l'époque entre chaque génération. Donc t'arrives un peu à un plafond de verre technologique et niveau énergie, qui fait que la difficulté de minage elle commence à vraiment arriver à un plateau et baisser, et enfin pas baisser, mais en tout cas être de moins en moins élevé et puis être sur des gradients comme avant. Donc c'est plutôt bon signe pour nous, les mineurs de Bitcoin, qui se placent aujourd'hui, quoi. Yes. Non, ouais, franchement, du coup, c'est des rentages, je pense, qui couvrent bien le risque que tu prends, quoi. Tu étais à 30-50%. Bah, le gain est proportionnel au risque, dans tous les cas. Hein. Ouais, non, carrément. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, le risque, comme on l'a dit, il est quand même assez limité si tu le fais bien, donc. Et encore, je vais pas parler du plus gros risque dans les stratégies. Ouais, c'est quoi? C'est de miner des altcoins, pas du Bitcoin. Ah oui, ouais. On arrive à t'emmener là-dedans parce que je m'étais dit que. là, je perds tout le monde, mais tu peux miner autre chose que du Bitcoin. Mais alors là, tu prends des risques dégénérés. Tu vois, tu peux miner du Dogecoin, qui est pas un risque si dégénéré que ça. Par contre, pour le coup, qui fait des rendements sympas. Il y a des stratégies pour ce hedge. Tu vois, quelqu'un qui investit 100 000 balles, pourquoi pas miner un peu de Dogecoin s'il a envie. Et tous les mois, il convertit en Bitcoin. Et après, tu peux chercher de l'ultra performance. Tu vois, allez pour la blague. Sur du Caspa, on s'est bien planté quand même, ceux qui sont rentrés dedans, moi avec, à l'époque. Mais là, on rentre dans, pas du casino, mais en tout cas de la grosse spéculation. Tu vois, c'est des machines qui aujourd'hui, elles te font 33% de rendement à l'instant T avec la petite crypto à 4 centimes le kilowattheure. Mais si la crypto elle tombe à 3, t'es à 0. Par contre, la crypto elle remonte à 10-20 cents comme elle était il y a quelques mois. Bon, bah, tu fais des rendements à 300-400% annuels. Voilà, le gain est proportionnel au risque, c'était pour l'illustrer. Ouais, bah c'est très parlant, mais ouais, effectivement, là, on est plus sur le gambling, carrément. Là, tu rentres sur du gambling de machine. Ouais. Tu rentres sur du gambling. Dogecoin un peu moins quand même, parce que mine de rien, il y a 33 milliards de capitalisation, le prix varie pas tellement.
Et il y a un phénomène qui se passe sur Dogecoin qui est assez de niche. C'est-à-dire que l'investisseur sérieux, il a pas envie de miner une tête de chien qui sert à rien. Et le mec qui a envie de faire de la tête de chien qui sert à rien, il a pas envie de faire le Dogecoin parce qu'il a déjà fait son multiple et encore moins du mining. Donc t'as un peu une niche et qu'il n'y a pas de halving en plus dessus. Donc il y a une niche en fait pour chercher de la renta de Dogecoin et de la transformer en Bitcoin derrière. C'est un truc que je fais personnellement. Mais dans ma diversification de patrimoine mining, j'ai beaucoup de machines. Oui, on fait pas all-in sur ça, on est d'accord, mais c'est intéressant. Super, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, le principal canal s'ils veulent continuer la conversation? Eh ben, ils peuvent me suivre sur LinkedIn, Florent Gabriel, sur Twitter, FLOW, donc Florent avec un W-du-bas 21M. Pareil sur Instagram, mais sur Instagram, bon, voilà, c'est Instagram. Ouais. J'y suis très peu. J'ai une application qui me bloque les temps sur les applications comme ça. Je suis 20 minutes par jour au grand max. Je réponds aux messages et fini et je poste. Et sinon, pour ceux qui ont envie de continuer, effectivement, et qui ont envie de, pas juste par curiosité pour qu'on parle et qu'on se rencontre, mais qui vraiment qui disent ok, je pense que ça peut me correspondre et j'ai envie d'investir dans le mining si je vois que ça correspond à ma stratégie et que j'ai le ticket d'entrée pour. Sur le site web blog.io en haut à droite, prendre un rendez-vous, tac tac tac, vous dites que vous venez de investisseur 4.0, c'est 4 c'est pas 3 Ouais. 4.0 et là vous avez directement le rendez-vous avec moi ou un de mes alors allez, si c'est investisseur 4.0, ça sera que avec moi. Voilà. Ouf. Oh là là, tu t'es engagé là. Je peux le router. Ça marche. Bon bah cool, merci. Je dis pas que les autres sont pas bien, hein. Je dis juste que comme on a suivi, je sais ce que vous avez entendu, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Excellent, merci beaucoup Florent, c'était très très cool. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut, ciao. Si cet épisode t'a plu, je te propose d'écouter l'épisode référence dont on parle d'ailleurs dans cette conversation, l'épisode 41 avec Monsieur TK, le premier qu'on a réalisé en 2021 sur le mining de Bitcoin. Ça peut être intéressant, je trouve, pour aussi comparer les discours et comparer les points de vue entre deux acteurs principaux du mining. Donc n'hésite pas à redonner redonner vie à cet épisode 41 qui est encore sur les archives et que tu peux écouter directement, l'épisode 41 avec Monsieur TK. Bonne découverte si c'est pas encore déjà fait et bonne écoute.